Bonjour et bienvenue à cette présentation de notre collectif jardinier, les ateliers à la terre, notre expérience, notre proposition. Euh, Nous sommes donc un jardin collectif qui s'appelle les ateliers à la terre et nous faisons également partie du collectif d'écologie urbaine Crac Bitume. Je m'appelle Nicolas Rousseau, je suis un membre et un employé du collectif. En partant, vous pourriez peut-être souligner une contradiction entre le fait qu'un salarié professionnel vous parle des bienfaits d'un collectif qui est basé sur l'action volontaire, euh, et bien qu'on pourrait aussi parler du privilège qui permet des fois aux gens de faire du bénévolat. Euh, je voudrais simplement répondre que je pense qu'il faut être conscient des différentes situations euh, des gens, puis que en restant flexible ensemble et ouvert à ces différences-là, on peut former un collectif qui, euh, je crois que dans un collectif, les rôles peuvent être parfois fluides et partagés. Je vous parle de nous, notre jardin, mais dans un esprit de solidarité avec tous les autres projets collectifs de jardinage qui existent dans la ville de Québec. Pour en mentionner quelques-uns, à Charlebourg, il existe la Tomate Joyeuse, qui en est un majeur. Et vous pouvez en trouver d'autres listés sur la page Internet de la ville de Québec. Il y en a d'autres que vous ne trouverez pas dans cette liste, mais vous pouvez trouver chez Crac Bitume aussi un jardin qui s'appelle La Vie en couleur, situé euh, à Beauport sur le boulevard des Chutes. Les ateliers à la terre, on est situé plus près de Mézeray, sur la rue d'Estimauville. Donc, ben, je vais vous parler de ce jardin-là parce que c'est celui que je connais le mieux et parce que je veux vous y inviter, euh, à vous inviter à nous joindre, mais aussi bien de faire votre collectif, d'utiliser notre expérience, puis qu'ensemble, on puisse créer une communauté de pratique autour du jardinage collectif. Ma présentation sera structurée de la manière suivante. Je veux commencer par donner un contexte, poser une problématique, euh, pour ensuite comprendre vers quoi pourrait tendre notre expérience. Je vais vous présenter surtout l'histoire de notre projet, ses orientations, quelles pratiques on a au niveau organisationnel, comment on fait la production, comment on fait la distribution. Pour revenir en conclusion euh, sur la problématique que j'ai posée. Cette problématique-là, euh, je vais la mettre d'une manière le plus générale possible, où je pense que vous allez euh, comprendre instinctivement de quoi il est question. Euh, je pense que beaucoup de gens ici sentent bien qu'on vit une crise écologique à notre époque et qu'il y en a une qui s'en vient. Euh, on parle bien sûr de changement climatique. Je pense que une manière plus juste serait de parler d'une catastrophe au niveau de notre civilisation. C'est un phénomène global et l'écologie, au sens de la relation entre l'espèce humaine et les autres et son environnement, n'en est qu'un aspect. Il faut aussi penser à l'aspect qui est interne. On peut penser à l'état de santé mentale euh, des gens, de la société en général, des bouleversements sociaux qui viennent, euh, les conflits, les migrations qui résultent de cette situation-là. Et puis, euh, bien sûr, les injustices, la misère et le désir que le monde soit meilleur, je crois que ça nous interpelle d'une manière profonde, de tout temps. Mais par le terme catastrophe, je veux mettre en évidence le fait qu'il pourrait y avoir des phénomènes de réaction en chaîne, euh, des, une cer- donc une certaine secousse, une imprévisibilité, et que
face à ça, des qualités comme la résilience, l'adaptabilité deviennent très importants. Mais c'est pas simplement une catastrophe qui est annoncée pour le futur. Je crois qu'il faut reconnaître que la catastrophe est déjà là depuis un bout, bien que d'une manière inégale euh, dans la société et sur la planète, là. Ce qui fait que parfois c'est possible pour certains de l'ignorer ou de se bercer d'illusions. La cause de cette catastrophe-là ne doit pas être simplement formulée en termes universels, je crois. C'est pas l'humain le problème, parce que il faut pas oublier les dynamiques qui existent entre les différentes sociétés humaines. Le colonialisme et d'autres phénomènes comme ça sont vraiment importants à comprendre. La cause aussi n'est pas simplement à comprendre au niveau des choix individuels. Il faut comprendre les structures et en fait comment les structures produisent un certain type de personnes. Je pense qu'une formulation utile serait de dire que euh, ce qui est problématique, c'est une forme de vie qui est pas simplement en compétition avec les autres formes de vie, mais qui tend à l'hégémonie, la domination et la destruction des conditions qui rendent possible une diversité d'autres formes de vie. Donc, inversement, ce qui est précieux, je crois, c'est ce qui rend possible une diversité de formes de vie. Et j'appelle ça un commun, un collectif ou une communauté. C'est-à-dire ce qui permet le bien-être et l'autonomie des membres. Dans un commun, chacun y trouve le sien et peut contribuer et devenir plus autonome. Donc, je crois que le collectif et la diversité vont de pair. J'en viens donc à la modeste expérience de notre collectif. En fait, ce que j'en connais, parce que euh, différents membres auraient certainement d'autres points de vue, d'autres histoires à conter. Notre collectif existe depuis plus de 25 ans, alors que moi, j'y suis seulement depuis environ 5 ans. Euh, j'ai entendu des histoires que je vous passe ici. Ben, j'en comprends que notre collectif il, émerge d'une région à Québec qui a une longue tradition d'autonomie alimentaire, mais aussi de différentes institutions religieuses, puis administratives, là. On est situé euh, près de l'hôpital de santé mentale Robert Giffard, qui était fondé par la communauté des Sœurs de la Charité, qui possède qui possédait jusqu'à récemment une grande partie de terre dans l'est de Québec. Euh, une partie de ces terres-là qui est encore agricole au nord de l'autoroute de la capitale a été récemment euh, désigné pour devenir un agroparc où Craig Bitume et d'autres groupes communautaires ont un projet qui s'appelle Fusée pour une ferme urbaine socio-écologique. Mais nous sommes sur un bout de terrain qui est au sud de l'autoroute de la capitale, qui appartient maintenant au CIUS, Direction de santé publique, euh, qui donc est un endroit où il y a eu une production alimentaire par les Sœurs de la Charité, puis les patients de l'hôpital appelé, appelé l'asile de Robert Giffard anciennement, avec une ferme qui s'appelait Saint-Michel-Archange, qui produisait du lait dans ce coin-là. Euh, Nous, on est près de ça. Il y avait une érablière et on a abouti à cet endroit après plusieurs déplacements. En fait, le projet des ateliers à la terre n'a pas commencé là. Il a commencé plus au nord-est,
dans Beauport où il y a une base de plein air. La ville nous a demandé de partir à un moment pour nous a prêté un terrain qui est près du terminus d'autobus de Beauport. Et puis, on s'est déplacé ensuite où on est actuellement, pas trop loin, où on peut avoir accès à un peu à l'eau municipale, l'électricité. On y avait une maison à un moment. Maintenant, on n'en a plus. On a un local à l'intérieur qui nous est prêté. Et puis, euh, les ateliers à la terre étaient au départ un projet du centre Jacques-Cartier, un centre pour les jeunes adultes qui vise à développer un projet de vie avec les jeunes. Et donc, différents ateliers où on pratique des métiers. Les ateliers à la terre en étaient un, qui est un projet donc agricole pour produire des légumes, les vendre, faire de l'économie sociale. Mais ce projet-là, avec le temps, s'est transformé, a évolué, a accueilli de plus en plus de gens à différentes étapes de leur vie. Certains des participants sont devenus des parents avec de jeunes enfants. Donc, il y a eu une époque où il y avait beaucoup de cette dynamique-là, parents-enfants. Le projet accueille aussi beaucoup de personnes aînées, retraitées. Euh, et il y a aussi maintenant des jeunes, ou des adultes d'âge moyen qui occupent un emploi puis viennent jardiner. Donc, toute une diversité de gens. Le projet a aussi pris une autre direction avec ce qui est devenu Crack Bitume. À la base, Crack Bitume, c'est un regroupement euh, qui au centre Jacques-Cartier, des gens se sont réunis pour penser quelles actions écologiques pouvaient être prises tout de suite, ont expérimenté avec le compostage, avec la construction de matériaux recyclés, de bacs pour faire de la culture hors sol. Et puis éventuellement, ce groupe qui s'appelait Écoquartier est devenu un organisme du nom de Crack Bitume, qui est devenu indépendant du centre Jacques-Cartier et qui a repris le projet des ateliers à la terre. Crack Bitume qui fournit donc maintenant un soutien administratif, financier aux ateliers à la terre, puis qui complète aussi bien d'autres activités de Crack Bitume au niveau, par exemple, du compostage. Il y a des sites de compostage à travers la ville, euh, puis des actions à visée éducative où on apprend euh, quelles actions peuvent être prises au quotidien soi-même, le DIY pour l'écologie. Euh, donc, les ateliers à la terre ont, à travers toutes ces époques-là, connu toutes sortes de gens. Certaines personnes y sont restées longtemps, ont laissé une marque importante. Par exemple, Carl Beaulieu, qui était compagnon jardinier pendant presque toutes ces 25 années, euh, a certainement touché beaucoup de gens qui sont venus en témoigner à notre jardin. Puis on a récemment, l'année dernière, mis en place un petit espace euh, qu'on veut devenir transformer en petite forêt où on a planté un arbre, bref, pour la mémoire de Karl, euh, pour se souvenir qu'on s'inscrit dans la durée de cette manière-là, qu'il y a des gens qui nous inspirent. euh, et puis, euh, on voit, bien sûr, le projet ne devrait pas rester associé nécessairement à une personne en particulier, mais c'est bien d'avoir des gens, des visages qu'on aime revoir. Euh, Comme vous voyez, ce que j'appelle le collectif ici est un peu insaisissable, hein. On voit que on a changé de lieu, les membres ont changé, même la structure formelle a changé. Mais c'est peut-être ça en fait qui fait un collectif, le fait que c'est indéfinissable, mais qu'il y a une pratique qui perdure et évolue.
Alors, nos orientations, objectifs aussi ont évolué. Je vais vous présenter euh, tels qu'ils sont actuellement. Une de nos orientations qui a été constante euh, est de produire de la nourriture qui est saine d'une manière écologique, biologique. On pourrait parler d'agroécologie. On essaie d'avoir un sol le plus vivant possible. Je peux vous parler un peu de nos pratiques horticoles dans un instant. Euh, mais je peux mentionner qu'on a aussi voulu avoir une diversité biologique sur notre site. En, actuellement, on a un site où on peut avoir la chance de profiter d'une forêt. Donc, il y a un endroit où on peut euh, observer la nature, avoir un peu de repos. Euh, Aussi, on a expérimenté avec les champignons. On a des ruches d'abeilles. On a aménagé un endroit pour qu'il soit plus humide, qu'on ne cultive pas. On a évidemment une zone maraîchère pour produire des légumes. On a quelques arbres et arbustes fruitiers, des plantes vivaces. Fait qu'on essaie de créer une diversité puis une complémentarité comme ça. Notre projet est exprimé avec trois pôles. Actuellement, on utilise l'expression nourrir, apprendre et inclure. On veut que notre projet euh, nourrisse les gens, mais aussi que ce soit une occasion qu'on apprenne ensemble à comment on fait ça. On veut que ce soit pédagogique. Donc, on tente d'avoir une planification qui est participative. Euh, les, les membres du collectif peuvent proposer des ateliers de partage de connaissances. On tient des processus de bilan, d'échange. Et puis, on essaie d'inclure une diversité de gens au projet. Donc, il y a des participants réguliers euh, qui viennent pour produire et récolter les légumes. Il y a d'autres gens qui vont nous visiter d'une manière plus ponctuelle pour faire un peu de bénévolat ou être reconnus pour un travail compensatoire à la communauté. On a des visiteurs, des jeunes. Donc, tout le monde est bienvenu. On essaie d'être inclusif puis de créer des liens entre les gens. Notre objectif de nourrir les gens est selon les besoins et les désirs principaux des gens qui viennent. Euh, Originalement, des légumes étaient vendus, mais actuellement, euh, il y a pas de vente de légumes. Ils sont distribués aux gens qui les cultivent ou les surplus peuvent être donnés à des banques alimentaires. Une de nos orientations, comme vous le comprenez, c'est de soutenir l'action autonome. Et vous vous demandez peut-être quelles sont nos sources de revenus. Les gens familiers avec le communautaire savent que ça peut être tout un défi, le financement de projets de ce type. Craig Bitume est très créatif. On trouve des subventions, euh, des programmes à gauche et à droite. Euh, une- Ça demeure un défi de trouver quelque chose qui est régulier, mais on peut compter sur un partenaire de longue date qui est le centre Louis Joliette. C'est un centre d'éducation pour les adultes de la service scolaire de la capitale qui nous supporte depuis longtemps. Puis on offre un accès universel à notre jardin, à tout le monde. On demande des frais d'adhésion annuels de 50 dollars aux gens qui peuvent le payer. Puis pour les gens qui ont des difficultés, on prend les gens sous référence d'un groupe qui s'appelle Accès Loisirs. Voyons maintenant nos pratiques telles qu'elles sont actuellement.
à commencer par la manière dont on s'organise. Comme vous comprenez, lorsqu'on a des gens qui ont différentes disponibilités, différents niveaux d'implication, pour que ça fonctionne bien, il faut avoir plusieurs étages ou organes de coordination. Donc, comme je vous ai dit, il y a Craig Bitume qui a une équipe d'employés qui travaillent à soutenir le projet, au financement entre autres, et vérifier les orientations, et qui travaille de concert avec un comité, le comité du jardin, qui est composé des gens les plus motivés parmi les participants aux ateliers à la Terre. Ce comité qui se réunit environ une fois par mois euh, revise les règles de fonctionnement et aussi le plan de production, les priorités des projets qui ont lieu au jardin durant l'année. On a évidemment évolué, produit certains documents ou structures ou traditions. Par exemple, on a des plans de rotation. On a divisé notre espace en zones plein soleil, zones partiellement ombragées. Dans chaque zone, on a 4 blocs de culture qui font une rotation sur 4 ans. Euh, dans chaque bloc sont rassemblés des familles de légumes. On a comme euh, une bonne idée de qu'est-ce qu'on va faire pousser donc dans chaque bloc, bien qu'on peut varier un petit peu, mais dans les blocs de culture, les blocs de rotation, on a donc les familles de légumes qui se côtoient ou qui se succèdent une après l'autre. On a développé un vocabulaire pour bien décrire notre jardin qui est très diversifié dans sa forme. Et puis, ce genre de plan annuel est traduit en plan hebdomadaire. Donc, à chaque semaine, il y a un plan qui est dressé des tâches auxquelles on est rendu à faire. Vous pouvez imaginer un tableau avec, par exemple, une note qui dit dans la parcelle 5, la planche numéro 3, il est temps d'éclaircir les carottes, il est temps de semer des radis dans telle autre planche. Donc, c'est la planification hebdomadaire des tâches et on a aussi une planification des récoltes. En effet, notre semaine est structurée autour d'un horaire où on a 2 moments qui sont pour la récolte et surtout pour on assemble des paniers de légumes puis on les distribue à 2 moments fixes durant la semaine. On a donc environ 4 à 5 jours et soirs durant la saison euh, du mois de mai à la fin octobre, en gros. Ces journées-là où on se donne rendez-vous, il y a quelqu'un qui est délégué, euh, par exemple moi, qui peut être là pour accueillir les gens. On fonctionne en regardant ensemble, par exemple, la liste des tâches de la semaine, en choisissant, selon les gens qui sont présents, leurs habiletés, leurs goûts, quelle tâche sera faite par qui. Euh, on a dans l'année quelques jours spéciaux où c'est notre moment où tout le monde est appelé à se rassembler pour, euh, pour une assemblée, pour faire une corvée, ou pour faire une fête, ou pour faire un bilan. Pour vous donner une idée, il y a des gens qui se présentent au jardin avec simplement l'envie d'aider. Ils demandent qu'est-ce qui est à faire. Puis là, on regarde notre liste de tâches, puis on oriente les gens en équipe. Il y a d'autres gens qui peuvent avoir une attitude plus active où ils viennent avec une idée de ce qu'ils aimeraient faire. Alors, il s'agit toujours de voir ben, si cette idée-là qui est apportée, elle, elle s'inscrit bien dans le plan général. Là. S'il n'y a pas de contradiction avec les autres choses qu'on essaie de faire, on accueille cette initiative-là. Puis, il s'agit de voir si c'est une tâche qui est jugée importante puis qui correspond pas mal à nos priorités qu'on a établies ensemble, on peut envoyer plus de notre force de travail pour faire ce travail-là. Puis si c'est quelque chose qui tient à cœur juste une personne ou deux, ben, on la laisse faire euh, son, son projet. Puis c'est de cette manière-là qu'on essaye d'être à la fois décentralisé, mais d'avoir une mise en commun et une coordination.
Pour les gens qui seraient curieux, voici maintenant un aperçu de nos pratiques horticoles. Donc, on pratique dans la partie maraîchère de notre jardin ce qu'on pourrait appeler de l'agriculture bio-intensive, c'est-à-dire que on des fois tente d'accélérer certains processus, par exemple le réchauffement du sol au printemps, la décomposition, pour pouvoir avoir une grande production. On sème assez dense, bien que et récemment on est allé avec des densités peut-être un peu plus petites qui nous permettent un peu plus facilement de sarcler avec des outils où on est debout. Mais tout de même, on se dirige de plus en plus vers une minimisation du travail du sol, de moins déranger le sol, en utilisant sur des paillis qu'on laisse maintenant pour un an, voire deux, jusqu'à temps qu'ils soient complètement décomposés. Euh, on met donc dans notre rotation, il y a à un moment de la paille où on a aussi trouvé une manière de substituer la paille par des feuilles mortes qu'on peut trouver dans la ville. Euh, ces, ces paillis-là font que on a besoin peut-être d'un petit peu moins d'arrosage. Euh, on se retrouve quand même au jardin avec une certaine présence d'adventices, de vivaces, là, de certaines mauvaises herbes qu'on gère beaucoup avec la fourche, entre autres. On a des planches qui sont semi-permanentes avec, donc il y a des endroits qui sont une planche avec une allée. C'est rare qu'on va mélanger toute cette terre-là. On utilise peu le rotoculteur maintenant. Euh, et donc, c'est ça. Dans nos allées, on peut avoir, surtout les allées principales, plus larges, on y étale des copeaux de bois ou d'autres sections qu'on a mis en trèfle. On expérimente voir quel est peut-être un bon couvert. Euh, dans la rotation de nos légumes exigeants en chaleur et en nutriments, on utilise du fumier à un moment. Donc, on importe du fumier, mais on cherche aussi à diminuer nos intrants. Dans notre système, on a beaucoup de compost. On fait du compost au jardin de nos résidus de culture, mais on reçoit aussi des résidus de culture, par exemple des urbainculteurs ou de d'autres endroits, puis de plusieurs sites à travers la ville où Crack Bitume fait du compostage. Des fois, il se retrouve des surplus de compost qu'on utilise à notre jardin. Euh, on expérimente avec, par exemple, la cendre pour aussi redonner certains nutriments au jardin. Euh, on a trouvé à travers la ville des émondeurs, parfois, qui pouvaient nous livrer du bois raméal fragmenté, euh, où on a expérimenté jusqu'à maintenant, pas avec un grand succès, mais des cultures de champignons. On veut continuer à tenter euh, d'inoculer des micro-organismes aussi à notre jardin qui nous aideraient par l'emploi, par exemple, de purins. On a aussi intégré de plus en plus des engrais verts, donc à la suite de nos cultures à l'automne, pour ne pas laisser la terre nue, on va mettre par exemple un seigle à l'automne, qu'on va laisser jusqu'au printemps suivant ou à la dérobée en saison. Des fois, on peut avoir un sarrasin, par exemple, qui pousse. On utilise un système d'irrigation, surtout par le goutte à goutte. Donc, comme on a l'eau municipale, on a un réservoir où on peut emmagasiner de l'eau, puis au moment voulu, la faire couler au jardin dans des tubes percés goutte à goutte. Pour certaines parties qui étaient un peu plus loin, c'est des gicleurs qu'on a utilisés. Mais on essaie de minimiser notre utilisation d'eau et les paillis nous permettent aussi d'avoir moins besoin d'arrosage. Euh, et puis,
pour ce qui est de nos semences, on les achète pour la plupart, bien qu'on essaie de développer un peu nos propres cultivars, de l'apprendre. euh, Ça reste un défi pour nous de gérer toute une diversité puis d'apprendre, parce on veut aussi avoir beaucoup de sortes de légumes, toutes sortes de cultivars pour des raisons écologiques, pour des raisons euh, pédagogiques. Pour certaines zones où il n'y a pas un engrais vert à l'automne ou de paille, on va couvrir avec des toiles d'occultation. On utilise aussi des filets pour se protéger des insectes, des bâches flottantes pour protéger du gel. On a aussi deux serres-tunnels et on est en train de réapprendre à faire des semis à l'intérieur, en aménageant une salle qui nous est prêtée au sous-sol, des bâtiments d'administration voisins. Donc, en gros, on utilise beaucoup de l'équipement manuel de petite et moyenne échelle, euh, parce qu'on veut aussi que les gens puissent reproduire ces techniques-là au jardin qui serait chez eux ou un jardin communautaire à plus petite échelle que ce qu'on fait. Bien que certaines personnes qui ont appris à notre jardin ont été dans des projets agricoles à plus grande échelle. Alors, on tente d'être à une échelle intermédiaire et de combiner différentes techniques pour qu'on puisse apprendre continuellement et comparer. Voici maintenant ce qu'il en est de la manière dont on distribue et consomme ensemble euh, cette production horticole. Euh, Premièrement, on vise à, même si c'est pour être un peu moins productif, on veut produire d'une manière qui est étalée durant la saison, une diversité de légumes. Donc, on produit des paniers de légumes qui contiennent toutes sortes de légumes. Euh, Même, ça peut être le même légume durant plusieurs semaines, mais une diversité de légumes d'une période qui va d'environ de mi-fin juin jusqu'à la toute fin de saison. Et on essaye de prioriser les légumes qui seraient les plus rares ou chers à se procurer autrement, c'est-à-dire donc souvent des légumes frais pleins de vitamines, plutôt que des légumes qui seraient secs ou qu'on peut des haricots ou du maïs qu'on pourrait trouver pas cher à l'extérieur parce qu'ils sont produits à l'échelle industrielle. Bien qu'on en fait un peu de légumes de conservation, en particulier de l'ail. Euh, donc, la plupart de notre production sont des légumes à consommation plutôt rapide, mais quand on en a beaucoup, on essaye, maintenant qu'on a, après avoir perdu la maison qui nous était prêtée, on s'est construit une petite cuisine où on peut faire de la transformation. Donc, on peut transformer des légumes qu'on a beaucoup pour les distribuer dans nos paniers. Euh, Parfois, dans le but de la conservation, on fait aussi un gros atelier de kimchi avec les choux qu'on a à l'automne. On peut sécher des plantes et on tient des ateliers au jardin de transformation et de familiarisation avec les plantes médicinales. On a des plantes aromatiques. On a aussi beaucoup de petits fruits, mais des fois, euh, ça, on ne peut pas toujours toutes les donner dans les paniers parce que ça demande beaucoup de temps de cueillette. Parce qu'on prépare des paniers, comme je disais, 2 fois par semaine, ce qui fait qu'il y a euh, un besoin de prendre des commandes. Au début de la journée, on veut savoir combien de paniers on fait pour cette journée-là. Et on décide, par exemple, ben là, cette semaine, c'est le temps de cueillir cette planche de laitue-là. On fait 20 paniers, on va diviser ça par 20, en gardant l'idée veut reproduire le même panier une deuxième fois durant la semaine. Euh, et ce qu'on doit essayer de combiner, évidemment, c'est le fait que le temps où on produit les légumes, il y a un décalage entre le moment où on peut les récolter. Euh, et puis, on veut donner les paniers à ceux qui ont contribué du temps, bien sûr, selon les circonstances. Alors, la manière qu'on a élaborée, c'est que euh, on a établi un seuil comme minimum d'implication pour avoir le droit aux légumes. On demande à ce que quelqu'un ait fait 6 heures
pour pouvoir demander un panier, mais ces 6 heures-là sont faites évidemment avant, n'importe quand, que des gens peuvent contribuer du temps, une journée par semaine, puis ben, c'est pas la journée où on fait la distribution, alors c'est le jour de la distribution, ils viennent juste chercher leur panier de légumes. Puis on a aussi voulu balancer le fait, c'est ça, que pour qu'il y ait un sentiment d'équité, les récoltes vont un peu en proportion du temps que les gens ont donné. Bien que l'on reconnaît que c'est pas une question de productivité. Là. Il y a les gens qui viennent donner du temps au jardin le font selon leur capacité. On reconnaît toutes sortes d'implications, même si c'est s'occuper des enfants, faire du ménage, participer à une tâche de transformation, qui est la même chose que le temps qui est donné à bêcher, semer des choses. Et on veut aussi s'assurer que ce ne soit pas quelques personnes qui ont beaucoup de temps qui prennent une trop grande portion des récoltes. Alors, on balance ça en mettant un maximum de euh, 2 paniers par semaine, par personne. Euh, Ce qui fait donc que ben, il y a des gens qui vont accumuler beaucoup d'heures de travail au jardin, ne pourront pas nécessairement toutes les utiliser pour des paniers. Euh, on a choisi donc un nombre de 6 heures pour un panier qui est un peu arbitraire, là. Je serais curieux de savoir comment s'organisent d'autres collectifs. Euh, on croit juste que ben, 6 heures, ça représente environ une journée de travail. On fait souvent des blocs de 3 heures de travail. Puis, donc, c'est assez facile pour quelqu'un d'avoir accès au panier. Et ça fait que aussi, les gens qui ont donné beaucoup de temps peuvent avoir quand même beaucoup de légumes. Euh, puis, on fait quelques petites exceptions, là, c'est-à-dire que pour le premier panier, on demande 12 heures, parce qu'on a beaucoup de travail à faire avant d'avoir notre première récolte. Et on pense que c'est juste qu'il peut y avoir des distributions ponctuelles à des moments où des gens viennent juste faire un tour, une journée de bénévolat, puis reviendrait pas au jardin, on peut distribuer ponctuellement ce qu'on a beaucoup. Donc, on a choisi de compter les heures que les gens faisaient au jardin pour certains avantages que ça a, de permettre un suivi. On sait combien de temps on a mis. On a aussi peut rapporter au Centre Louis Joliette la présence des gens de cette manière-là. Les gens notent eux-mêmes le temps qu'ils ont donné au jardin. Donc, un sentiment d'équité. Mais on reste conscient, je crois que il y a d'autres désavantages à avoir des désavantages à avoir une approche très comptable parce que ben, dans l'esprit du collectif, la contribution que chacun fait ne peut pas nécessairement être comptée, quantifiée précisément. Puis on souhaite bien que les gens en viennent à donner généreusement pour le collectif sans compter tout. Mais on fait les ajustements nécessaires pour la bonne entente. Alors, ces légumes-là, on se les partage. On en mange parfois ensemble, mais c'est aussi surtout quand on se rencontre la fois suivante qu'on peut se compter. Ah, il y avait des ravioles dans le panier la semaine dernière, t'es cuisiné comment? On apprend des méthodes culinaires les uns des autres, puis on pense que c'est important d'apprendre aussi à manger toutes sortes de légumes, une connaissance qui est précieuse et trop. Comme tout projet, et en particulier s'il se veut ouvert et collectif, on vit des difficultés, on a nos défis particuliers, donc je vais vous parler, pas pour vous décourager parce que nous ne sommes pas, mais simplement pour être honnête et vous proposer peut-être des pistes de solutions. On a un défi au niveau de notre lieu, du fait qu'on n'est pas propriétaire du terrain. Donc, comme notre expérience nous le montre, on a une certaine vulnérabilité, certaines limitations dans l'usage. Par exemple, on aimerait composter nos toilettes, peut-être avoir des poules, des choses qui sont pour l'instant restreintes. Euh, on a un site qui est très peu uniforme au niveau du sol. On a des parties ombragées. On est sur le bord de l'autoroute. C'est venteux. C'est bruyant. Par contre, on peut voir ça comme un défi qui nous force à être innovants. C'est très pédagogique parce qu'on apprend à cultiver dans toutes sortes de conditions. Ça nous force à rester flexible. Notre production est parfois inconstante euh, ou limitée et
pas toujours comparé à des fermes commerciales, on est peu efficient là, dans notre production, dû à la complexité de notre opération, au fait que le changement des gens et différentes visions de comment on voudrait faire. Mais on peut profiter de cette espèce de chaos-là d'où peut émerger des choses surprenantes. Ça nous force à devenir habile dans l'auto-organisation. Puis, on peut aussi vivre des expériences exceptionnelles. La participation à notre projet est variable, ce qui nous pose un défi du fait que c'est un peu imprévisible. Le nombre de personnes qui seront là à chaque moment, ça varie durant la saison, ça varie d'une année à l'autre. Euh, Quand il y a des personnes, que ce soit des employés ou des personnes qui sont très impliquées dans le projet, euh, il y a un défi à balancer ça avec euh, d'autres personnes qui pourraient avoir tendance à rester plus réservées, à adopter une attitude plus passive ou dépendante. Des fois, la participation qu'on a n'est pas à la hauteur de nos attentes, ce qui va créer des déceptions. Par exemple, il y a eu des époques à notre projet où il y avait plus de participation, où les gens viennent pour, par exemple, se rassembler avec d'autres, par exemple, des parents avec des enfants. Fait que là, il faut pour sortir du cercle vicieux où les gens viennent pas avec leurs enfants parce qu'il n'y a pas d'autres enfants, il faut qu'on recrée une masse critique. Euh, le, le niveau de participation aussi nous crée un défi financier parce qu'on a des coûts fixes, mais nos revenus dépendent de la participation des gens. On essaie de répondre à ce défi-là en faisant des efforts de recrutement, en développant chez les gens qui viennent des capacités et un attachement. Sinon, au moins de construire une mémoire collective qui va passer euh, d'une génération à l'autre. Euh, on a nos défis comme au niveau d'être une organisation communautaire à but non lucratif, au niveau de la rentabilité, du financement. C'est aussi beaucoup de pression des fois sur les employés, donc il y a une rotation. On essaie de répondre à ce défi-là. Moi, je trouve que Crack Bitume donne envie d'y être parce qu'il y a une culture d'horizontalité et c'est très stimulant. Il y a dans un projet comme le nôtre, dans un collectif, toujours des défis au niveau des relations interpersonnelles, là, je vous apprends rien. Vous savez, les gens ont souvent des attentes, qui voudraient que ça serait bien si quelqu'un faisait ça. Puis là, c'est toujours de voir ben, qui va le faire. Les gens s'attendent à ce que les autres, certaines personnes qui en font beaucoup s'attendent à ce que d'autres en fassent autant. Il faut penser à la situation différente que les gens se retrouvent, les niveaux d'habilité. Il y a des gens qui pensent que les choses sont urgentes. Euh, c'est exprimé parfois par une minorité de gens à notre jardin quand même que ils aimeraient ça qu'il y ait quelqu'un, par exemple l'employé, qui soit une autorité morale un peu ou une expertise compétente. euh, mais des fois pensent qu'eux-mêmes devraient ou sont cette autorité-là. On y retrouve des personnalités différentes, donc des gens qui ont des forts caractères un peu dominants, d'autres gens qui peuvent être un peu susceptibles ou vulnérables, puis peut-être justement parce qu'on veut être un lieu qui accueille tout le monde, ben, c'est là que vont se retrouver des gens peut-être qui ont des personnalités difficiles, mais on peut grandir à travers ces différences-là si on fait preuve de compréhension mutuelle, on essaie de bien communiquer les attentes, nos limites et la situation, et c'est ça la force d'un collectif. En conclusion, je reviens au problème que j'ai posé au départ, le problème d'une forme de vie qui domine et rend impossible les conditions d'une diversité de formes de vie. Je pense que de dire des choses comme ça permettent de voir que entre ces formes de vie, il existe un conflit et on peut l'assumer. C'est pas c'est pas mauvais de comprendre que certaines des solutions qui nous sont proposées sont fausses, sont des fausses pistes. Ça fait 50 ans que les responsables de la production de combustibles fossiles savent qu'on s'en va vers des changements climatiques.
On n'a toujours pas réussi à ralentir la production de gaz à effet de serre. On suppose que la production énergétique pourrait être remplacée par des énergies renouvelables, sans mentionner que pour faire ça, il faudrait des activités minières pour faire des batteries et plein d'autres machines à une échelle qu'on n'a jamais vue. Non, je pense qu'il faut savoir reconnaître que des solutions sont déjà là, des actions sont déjà en cours. Euh, on, il existe des communautés qui sont bien enracinées à un territoire, qui considèrent qu'ils appartiennent à une terre plutôt que de posséder la terre. On peut penser aux luttes autochtones qui peuvent nous inspirer, voir comment nous aussi on peut se lier avec un territoire qui nous nourrit. On a vu des luttes qui ont réussi à bloquer ou du moins ralentir significativement des développements des infrastructures qui causeraient des dommages à l'écologie très graves. Puis, ces luttes-là vont de pair et complémentent les projets qui visent l'autonomie alimentaire, entre autres. Donc, il faut voir dans la résistance aussi la fertilité. Euh, il faut arrêter d'attendre, je crois, de convaincre une certaine majorité puis de gagner au niveau représentatif parce que c'est une question de choisir l'échelle de notre action, de faire grandir notre échelle, puis ben, prendre parti, c'est croire en nous-mêmes. Allons-y, camarades. À bientôt.